Le nombre de fois où je tombe sur des posts ou des checklists pour faire des bonnes pages de vente et où j'ai les cheveux qui s'hérissent et je dis non, s'il vous plaît, arrêtez. Faites l'effort de demander des témoignages à vos clients. 20% de la population aujourd'hui est en situation de handicap. Le sujet d'accessibilité pour ces personnes en situation de handicap qui sont 20% de la population et que si on les prend pas en compte, on loupe 20% de son audience potentielle. Alors déjà, la première chose que je veux dire, c'est que l'écriture inclusive ne se résume pas au point médian. Et donc pour moi, vraiment, l'inclusion dans le marketing, ça consiste à vraiment écrire pour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du board. Aujourd'hui, on va parler de comment faire du marketing éthique quand on est solopreneur. Alors là, attention, prenez un stylo, un crayon, votre Notion parce que ça va dépoter. On va voir 5 épisodes de maxi conseils pour votre marketing pour pas faire un marketing vraiment scandaleux pour votre page de vente avec de la surenchère, pour pas faire un marketing aussi qui pollue les gens, qui pollue l'environnement. Bref, tout ce qu'on va pouvoir faire pour du coup adapter votre marketing et votre communication au monde d'aujourd'hui et aussi à ses enjeux. Et pour cela, je reçois une nouvelle experte au board, Anaïs Baumgarten. Salut Anaïs, bienvenue au board. Salut Flavie, merci. Et je suis très contente de t'avoir. Donc toi, tu es spécialiste en marketing digital responsable et éthique. Et on va dégommer avec toi tout ce qu'il faut pas faire quand on est freelance et solopreneur pour faire la promotion de ses services et tout ce qu'on peut faire pour s'améliorer, pour avoir un marketing plus responsable, mais aussi plus efficace, parce que tu vas nous en parler tout au long. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Par quoi tu veux qu'on commence pour ce qui concerne le persona des freelances et surtout peut-être des solopreneurs, ceux qui vendent des produits digitaux, des formations en ligne et tout ça. Et on sait que c'est un service, un secteur un peu décrié parfois pour aussi son marketing agressif, putassier. Qu'est-ce qu'on peut éviter ? Moi, le premier point que j'ai envie d'aborder avec toi, ce sont les pages de vente, parce que c'est un peu là le centre névralgique d'où tout se passe et où surtout on entend un peu tout dans les conseils justement pour faire des pages de vente. Et moi, le nombre de fois où je tombe sur des posts ou des checklists pour faire des bonnes pages de vente et où j'ai les cheveux qui s'hérissent et je dis non, s'il vous plaît, arrêtez. Oui, parce que la plupart des conseils, c'est des conseils de conversion. Donc, c'est vraiment très héroïste, cliquer plus, avoir plus d'acheteurs, etc. Mais c'est vrai qu'avec tes conseils, je pense qu'on va voir qu'il n'y a pas que ça dans la vie, dans le sens où, en fait, parfois, plus de conversion peut vraiment être dommageable aussi pour la marque et notamment pour la marque personnelle. Quand on est solopreneur, vraiment, notre personne est intimement associée à notre marque. En plus, on pourra pas demain rebrander notre personne. Enfin, ça va être plus compliqué que si on change de marque ou de nom ou de logo. Donc, bon, j'ai peur. Je vous cache pas que j'ai peur. Je tiens mes pages de vente à proximité et dès qu'on a fini d'enregistrer avec Anaïs, je vais tout changer, modifier. Non, je rigole. J'essaye aussi d'avoir cette posture. Moi, ce que j'aime pas, c'est le côté, infantilisant et toutes ces pages de vente qui m'insupportent. Mais bon, faites l'exercice avec nous. Peut-être prenez aussi vos pages de vente et puis on va noter tout ça. Abonnez-vous à la newsletter du board si ça va trop vite ou si vous voulez revenir à tête reposée et le retrouver version écrite avec tous les défis et les templates que va nous donner Anaïs. Alors, qu'est-ce qui te fait tilt dans les pages de vente des solopreneurs ? En fait, moi, ce que je retiens souvent dans les recommandations qu'on donne sur ces pages de vente-là, c'est que elles sont très agressives, elles sont très dans les superlatifs, dans les fake it till you make it. Et en fait, j'ai réalisé, de par ma propre expérience, mais aussi des solopreneurs avec qui je travaille ou que j'ai pu rencontrer, c'est que souvent ça bloque énormément de personnes et ça empêche les gens de faire ces pages de vente-là. Et on voit souvent le truc genre je veux pas faire ma page de vente ou je la procrastine pendant des mois parce qu'en fait je me sens pas syndrome de l'imposteur, je me vois pas me vendre, j'ose pas mettre un prix, etc. Et en fait je me rends compte c'est que c'est souvent ces conseils de base qui pour moi ne sont pas très responsables ni éthiques qui viennent créer ce blocage là. Et du coup, moi, le premier... Donc on perd des ventes parce qu'on veut pas s'identifier à des marchands de tapis ou des pratiques malhonnêtes. Exactement. Donc, en fait, ce que tu décris, c'est encore pire. C'est même pas ceux qui ont déjà fait leur page et qui ont peur qu'elle soit mal faite. C'est tous ceux ou celles qui attendent de faire leur page parce qu'ils se reconnaissent pas dans cet univers. Ouais, ok. Et du Alors, coup... qu'est-ce qu'on peut faire, pour avoir des bonnes le premier point, j'ai envie de te dire, c'est utiliser des témoignages véridiques et obtenus avec un consentement. Ça paraît un peu
bête et facile, mais honnêtement, le nombre de fois où on dit ah non mais vas-y invente un témoignage ou maintenant avec ChatGPT tu peux faire écrire n'importe quoi en fait non, faites l'effort de demander des témoignages à vos clients et en fait, vous verrez que ça sera non seulement beaucoup plus aligné dans les mots et de ce qui va être dit, ça va se ressentir si vous êtes capable, si vous avez le consentement de la personne de partager son nom, sa photo, voire une petite vidéo sur votre site, ça a beaucoup plus d'impact qu'un faux témoignage qui va se voir à 10 kilomètres à la ronde. Il y a pas longtemps, je rigole parce qu'il y a pas longtemps, j'ai dit à un de mes alumni, écoute, ta page testimoniale, ça va pas là pour tes conférences parce que les gens étaient tous beaucoup trop beaux. Alors, c'est pas que les gens en corporate sont moches, mais tu vois ce que je veux dire, ça faisait très intelligence artificielle, genre tout était bien, tout était beau, et je lui ai dit c'est pas trop crédible. Je pense que dans un témoignage, il faut qu'il y ait un tout petit peu pas de contradiction, mais en tout cas qu'on comprenne que voilà, ça s'est pas fait non plus, c'était pas un long fleuve tranquille et au final c'était tout bénef à la fin pour les deux parties. Et puis surtout, tout dépend. Enfin, la cible à laquelle vous vendez, elle connaît aussi ses pairs en fait, et donc il y a des chances soit qu'elle reconnaisse vraiment des personnes, soit que elle se reconnaissent aussi dans les témoignages. Et moi, je vais donner un exemple du site Schedule. C'est un outil que j'utilise pour planifier moi mes posts, en tout cas directement de Notion à LinkedIn. Et c'est un solopreneur Julien Collet qui a créé cet outil. Et tu arrives sur sa page de vente et tu as toute une série de photos de créateurs de contenu sur LinkedIn et je peux t'assurer que t'en connais au moins un. Donc et après tu descends plus bas, t'as des témoignages, tu vois leur nom, leur prénom, mais en fait tu sais déjà que t'es dans la cible et que c'est pas des faux témoignages et que c'est des vraies personnes quoi. Ouais, complètement d'accord. Moi, j'ai que des vrais témoignages parce que je sais que les pairs, les freelances entre eux, ils se connaissent. Et à l'inverse, ça m'est aussi arrivé d'aller sur des programmes très connus et de voir toutes les photos des potes et de me dire, mais c'est pas possible, quel scandale. Enfin, ça se voit tout de suite. C'est comme si moi, je demandais à tous mes potes de mettre des témoignages, tu vois, fake. Donc, ridicule. Enfin, voilà. Donc, ok. Merci pour ton point sur les témoignages. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois dans la landing page qu'on peut améliorer? Ouais, le deuxième point, c'est tout ce qui est superlatif exagéré, le meilleur, le numéro 1, le incroyable. Ça encore, c'est vu et revu, ça n'apporte rien. Si tout le monde met ça, si tout le monde est le meilleur, en fait, il y a plus vraiment de meilleur. En fait, moi, je privilégie toujours quand je retravaille des pages de vente avec des clients, des affirmations qui sont vraiment factuelles et mesurables. C'est-à-dire peut-être avec des pourcentages, des choses qu'on a pu étudier chez nos clients. Mais voilà, en fait, numéro 1, meilleur, incroyable, exceptionnel. Aujourd'hui, si tout le monde met ça, ça ne l'est plus exceptionnel. Donc, vaut mieux valoriser des arguments qui soient vraiment factuels et mesurables. Ça me rappelle, dans les campagnes d'emailing, il y a des mots qui sont ban par les serveurs. On en reparlera après de l'optimisation des emails. Et ça me rappelle un peu ça, parce que finalement, si tu bannes les mots comme exceptionnel et les superlatifs, ça veut dire aussi que dans le cerveau des gens, c'est un peu ban, en fait. Les gens ils disent, ouais, c'est bon, je passe à autre chose. Et surtout, moi, je trouve que ça donne un caractère très interchangeable. Et on pourrait prendre deux programmes qui utilisent les mêmes superlatifs, parce que souvent, il n'y a pas trop d'imagination. Et du coup, on se dit, bon, ok, ça n'a aucun intérêt, c'est pas très créatif. Ok, donc moins de superlatifs. Super. Le troisième point, c'est vraiment de la transparence sur les prix et les conditions. Ça, c'est toujours le truc un peu tricky parce qu'on n'a pas forcément, on n'est pas forcément à l'aise à afficher ses prix, etc. Donc ça, c'est un premier truc. Moi, je dis n'hésitez pas à afficher vos prix. Je viens de le faire moi sur une page de vente et pourtant j'ai une offre où le prix varie en fonction du client. J'ai affiché une fourchette de prix. Et c'est ok. Et en fait, j'ai eu des super retours sur cette page de vente là où on m'a dit, en fait. C'est super clair que ça va être la fourchette de prix et que ça dépend de la taille du projet, mais qu'il n'y a pas, tu vois que, c'est parce que des fois il n'y a pas de flou, il n'y a pas de, etc. Il y a un contre-exemple que je veux donner absolument et que qu'on voit souvent, surtout dans les business de solopreneurs, c'est qu'on dit faut faire de la récurrence, de l'abonnement, etc. Et que du coup, tu as cette espèce d'abonnement caché dans certaines offres de tu vas souscrire à ça, puis en fait, t'as l'impression d'acheter un truc et que derrière il y a un abonnement un peu caché qui va se mettre. Franchement, non, arrêtez, c'est pas du tout transparent, c'est pas du tout éthique. Si vous vendez un abonnement, c'est ok. Si vous vendez un watch, voilà, c'est vraiment. Ok. Alors ça, je rebondis parce que j'avais déjà enregistré un épisode sur la demande generation avec Fatih, je crois à l'époque, il avait dit ça, faut afficher ses prix. Et il y a plein de mes confrères, consoeurs, freelance, solopreneurs qui sont un peu
adverses à ce conseil. Et je leur dis, moi, je suis pour afficher les prix aussi parce qu'en fait, on n'a pas besoin de milliards de leads non qualifiés. Aussi. Et moi, pareil, je mets des prix. Mes prix, par exemple, pour le bootcamp, ils sont élevés. Je le mets direct, en fait, parce que c'est conditionné par certains niveaux de revenus. Donc, j'ai besoin de l'afficher. Et je pense là-dessus, il faut être très clair. Et je trouve que même en B2B, c'est hyper pénible quand moi, je fais appel à des freelances, que je vois pas les prix et que je vois sur devis, demander un devis. Les gars, j'ai pas le temps. En fait, juste, je veux savoir si je peux me payer cette personne ou non. Je crois qu'aujourd'hui, tu sais, les acheteurs en B2B, ils font 95% du boulot eux-mêmes en amont pour préparer la vente. Exactement. Donc, c'est bien d'avoir ces prix. Ok. Top. Est-ce qu'on a d'autres trucs à checker sur notre landing page, Anaïs? Le dernier point, c'est éviter tout ce qui est jargon, un peu technique. Après, moi, je suis une experte de ça. J'ai petit aparté, ma grand-mère qui écoute toujours mes podcasts, à chaque fois, elle me dit c'est génial, mais je comprends pas tout. Hein. Donc c'est un peu. Et du coup, moi, j'essaie toujours de la reine du jargon. J'essaye d'écrire en me disant ma grand-mère va lire cette page un jour et enfin en fait il faut utiliser des mots clairs, simples, faciles à comprendre. On en reviendra un peu dans les autres épisodes sur l'accessibilité et cette écriture facile à lire et à comprendre, mais soyez simple et accessible. Je vais donner un exemple qui sort un peu du cadre solopreneur, mais en tout cas qui est une expérience personnelle. J'ai procrastiné pendant des mois de changer de mutuelle, et parce qu'en fait, j'ai arrivé sur des sites de mutuelle et j'étais là, je comprends pas ce qui va m'être remboursé ou pas. Enfin bref, jusqu'à ce qu'on me dise, écoute, t'as été checké la mutuelle Alan, j'ai fait l'inscription en 15 minutes. Je suis arrivée sur le site, c'était clair, c'était simple, je savais ce que j'allais avoir ou pas, et ça a été un no-brainer. Genre, je me suis dit, ok, bah je vais juste prendre ça parce qu'en fait, j'ai confiance, en fait. Donc, Mais je suis tout à fait d'accord. Et moi, le seul truc qui me rebute, c'est que moi, déjà, j'aime bien le vocabulaire sophistiqué. Donc, big up à mes potes qui me disent souvent ça. Et du coup, je suis un peu réfractaire à la simplification à outrance parce que je trouve que c'est un peu un truc de naze. Et que du coup, ça lisse aussi le discours. Et je trouve que si t'as pas des mots un peu recherchés, parfois, tu passes à côté. Et donc, voilà, moi j'aime bien aussi utiliser des jargons que ma cible comprend. Oui, tu vois, ça, mais pas les autres. Et donc, pareil, moi ma mère écoute mes podcasts, ses copines aussi. Et quand la copine de ma mère me dit on comprend rien à ce que tu dis, j'ai envie de dire and so what. Enfin, tu vois, t'es pas solopreneur. Évidemment que la scalabilité en tant que retraité, c'est pas le sujet. Donc voilà, mais je suis d'accord avec toi. Et un jour j'ai fait l'exemple, je passais par un copywriter qui m'a traduit scalabilité par avoir des revenus réguliers et prévisibles. Et en fait, j'ai trouvé ça très bon parce que c'est le côté prévision, prédictibilité des revenus qui était bonne dans la scalabilité, quoi, plus que enfin, tu vois, c'était le bénéfice de la scalabilité. Donc peut-être aussi avoir travaillé à quatre mains, peut-être avec des gens comme toi pour comprendre, faire le traducteur en fait. Mais moi, je vais te dire, en tant que moi, je vends mes missions, mon expertise en marketing digital et en marketing responsable, et en fait, les gens avec qui je travaille sont pas des experts marketing digital ni marketing responsable, et moi, c'est quelque chose que j'ai compris, c'est qu'en fait, si je n'explique pas les choses de manière claire, comme tu viens de donner avec l'exemple scalabilité, c'est un très très bon exemple. En fait, ils vont juste voir ma page et se dire, j'y comprends pas plus, je vois pas comment elle pourrait m'aider plus que quelqu'un d'autre. Alors que moi, j'ai vraiment fait l'effort de décrire mes services avec des mots que tout le monde peut comprendre et pas juste des anglicismes et des expressions techniques. Et c'est un retour que j'ai régulièrement, c'est ok, on sait toujours pas ce que c'est que le marketing digital ou le marketing responsable, mais on sait qu'avec toi, on va comprendre et on va être bien accompagné parce que là, j'ai compris tout ce qui se passait dans ton offre, j'ai compris comment j'allais être accompagnée, quoi. Ouais, j'adore. Et puis surtout, je pense aussi, il faut veiller à pas devenir une caricature. Moi, c'est un autre truc dans lequel je veux éviter de tomber parce que forcément au bout d'un moment on est identifié pour une thématique, par exemple toi le slow marketing, mais si tu la ressors à toutes les sauces, à tous les plats, à tous les machins, ça devient vite une caricature et après là on peut tomber dans un autre extrême où en fait les gens décrochent d'un discours qui est vu et revu. Trop bien Anaïs, merci pour ce mini cours. Bon, je sens venir le défi gros comme une maison, mais je te demande quand même quel exercice tu veux nous faire à l'issue de cet épisode. Revoir sa page de vente et vraiment il l'a regardé avec un œil extérieur, essayer de supprimer tout ce qui est contenu exagéré, la rendre le plus transparent et le plus authentique possible.
Super. Eh ben, je mettrai les exemples de pages de vente transparentes que tu nous as donné aussi dans la newsletter. Eh ben, c'était super intéressant. Et maintenant, on va passer à un deuxième concept super piégeux aussi pour le solopreneur parce qu'on n'y pense pas toujours de prime abord. C'est comment rendre tes contenus plus accessibles et du coup s'ouvrir une beaucoup plus grosse part de marché en rendant tous tes contenus accessibles. On va voir ça dans l'épisode 2. Alors, accessibilité du contenu, tu m'as dit ça c'est hyper important parce que souvent les solopreneurs pensent que c'est un peu un nice to have et en fait il y a toute une grosse partie du marché qui tombe dans la partie inaccessibilité des contenus. Est-ce que tu peux nous expliquer qui sont ces gens, pourquoi ils accèdent pas à notre contenu, comment on peut transformer ça pour que ce soit plus accessible à eux? Ouais, bien sûr. Alors déjà, faut prendre en compte un chiffre qui est que 20% de la population aujourd'hui est en situation de handicap. Ça peut être un handicap moteur, physique, mental. Il y a plein de types de handicap, mais il y a aussi le fait que on est tous à un moment donné dans nos vies en situation de handicap partiel, et ça peut être parce qu'on est malade, parce qu'on a une migraine et donc nos fonctions cérébrales fonctionnent moins aujourd'hui, parce que on est en train de lire ce contenu sur notre téléphone dans la rue, qu'il y a du soleil et donc qu'on voit mal notre écran. Donc ça c'est vraiment il y a le sujet d'accessibilité pour ces personnes en situation de handicap qui sont 20% de la population, et que si on les prend pas en compte, bah on loupe 20% de son audience potentielle. C'est énorme, et je me rappelle de ce sujet parce que Manon m'en avait parlé dans le design, parlant de handicap contextuel. Moi, j'en ai deux qui me viennent en tête. Un, j'habite à Nantes, donc il pleut souvent. Donc en fait, le smartphone, c'est un peu la galère. Et tu sais, t'es toujours là, t'arrives pas à swiper, t'arrives pas, bon voilà. Et le deuxième, c'est quand j'allaitais mon bébé, quoi. Et en fait, j'ai passé plein de temps à travailler avec mon Mac. J'arrivais pas à faire, je sais plus ce que c'était. Le arrobase ou je sais plus quel truc, il fallait appuyer sur 2 touches parce que moi j'avais qu'une main pendant 3 mois pendant mon congé mat pour écrire mes posts LinkedIn et mes machins. Donc voilà, petite blague, petite parenthèse refermée, mais donc c'est vrai que ça nous est tous arrivé. Et quand on y pense comme ça, je trouve que ça rend le truc plus accessible aussi et moins solennel. Exactement. On se dit allez, ok, je fais un effort. Et puis juste, il y a des sites qui sont très pénibles à lire, on va pas se mentir, pas mobile friendly, des police criarde, enfin raconte-nous un peu du coup à quoi on doit faire attention. Bah, il y a 3 grands points auxquels il faut faire attention. Le premier, ça va être la question des contrastes. Je pense que Manon a certainement dû t'en parler dans cet épisode, mais c'est justement le contraste entre 2 couleurs, la couleur de ta police et la couleur de fond. Ça, et d'ailleurs, enfin c'est des choses. Il y a un pourcentage de contraste à avoir entre les deux. Il y a des outils très simples et je te partagerai les ressources pour pouvoir checker ce contraste très facilement. Mais une fois qu'on a pris le pied, enfin c'est vraiment très facile de comprendre si le contraste est assez fort entre les deux. Et en fait, ce qui est important, c'est que ça améliore la lisibilité non seulement pour les personnes malvoyantes, mais en fait pour tout le monde. Et tu vois, genre t'es sur ton téléphone dans la rue, il y a trop de soleil, si le contraste est pas assez fort, tu vois rien. Et tu vois, alors j'avais fait aussi pendant 3 mois, j'étais en noir et blanc sur mon iPhone pour me désintoxiquer. Bon, shame on me, je suis revenue en couleur subrepticement, tu vois, je m'en suis même pas rendu compte, mais maintenant je m'en rends compte. Et du coup, la vie en noir et blanc, laisse tomber. J'ai vu les absences de contraste partout, et je me suis dit, mais les gens, mais vous êtes des fous. Il y avait en fait au moins un tiers des sites qui étaient illisibles, je pense, ou des posts. Ouais. Je le fais aussi en ce moment, donc je comprends. Ben courage. Okay. Le deuxième point, qui est aussi hyper important, c'est la double accessibilité des médias. C'est-à-dire là, tu vois, on est en train d'enregistrer un podcast. Ça va être un audio qui sera disponible sur toutes les plateformes de podcast. En fait, il est essentiel que cet audio-là soit aussi disponible dans une transcription écrite pour les personnes qui sont malentendantes. Même chose quand on a une vidéo, que cette vidéo ait les sous-titres. Et en fait, le concept de la double accessibilité des médias, c'est que chaque contenu que tu proposes, tu en proposes un deuxième format qui le rend plus accessible. Alors, on peut se dire, bon, vas-y.
Non, mais vas-y, je veux pas te couper. Bah, on peut se dire c'est 2 fois plus de travail, et ça, je le reconnais, mais en même temps, aujourd'hui, il y a des super outils, et pareil, je pourrais te partager un peu ma boîte à outils, notamment ma boîte à outils podcast, pour créer ce transcript, etc. Donc ça va beaucoup plus vite, mais c'est surtout, moi, j'y vois aussi un avantage de, bah là, on enregistre un podcast, si on en fait une transcription écrite qui est disponible sur ton site, sur ton blog, bah ça en vient aussi un article qui va potentiellement améliorer le référencement à la fois de cet Bien sûr. épisode, et de ton contenu. Non, ouais, mais c'est clair. Mais tu vois, il y a encore 1 an, j'aurais poussé des hauts cris en disant, mais meufs, déjà, on bosse gratos pour les podcasts. Donc, en plus, faut scoltiner le transcript et tout. On sait la charge mentale que c'est quand on est créateur de contenu. C'est horrible. Mais c'est vrai que maintenant, avec toutes les IA, il y a quasiment plus de questions à se poser. La plupart des outils nativement proposent des transcripts. Il y a même l'inverse. Moi, j'ai cloné ma voix sur Eleven Labs. Et je peux, du coup, je pourrais faire des transcripts aussi de ma newsletter en audio. Enfin, tu vois, finalement, les possibilités sont assez facile. Après, ça a quand même un coût. Ça fait quand même travailler 2 fois. Je pense qu'après, il faut aussi se poser la question, et moi, je me le pose de plus en plus souvent, mais peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, de quels sont les bons contenus à créer, et aussi les contenus les plus evergreen possibles et tout. Et moi, ça m'a vraiment fait réfléchir, en fait, parce que si pour balancer du contenu toute la journée, c'est ça. 2 fois, 3 fois en multimodal, en écrit, en vidéo, en machin, au bout d'un moment, tu te saoules, quoi. Tu te dis, bon, est-ce que je peux pas faire un truc plus stratégique? Bah, je te rejoins là-dessus, mais moi, par exemple, ça m'a permis de repenser plus en termes de qualité versus quantité de contenu, c'est-à-dire que si un épisode de podcast, bah, je vais en faire une transcription écrite, avoir des sous-titres s'il est en vidéo, avoir potentiellement un résumé de l'article en article, etc. Je vais pas m'amuser à faire un épisode qui est pas du contenu quali, quoi. Ouais, c'est clair. Et moi, j'ai pensé, comme j'ai un rythme hebdomadaire, j'ai pensé durabilité. C'est-à-dire que j'essaie vraiment de faire en sorte que c'est pas des effets de mode, c'est des trucs, si dans 5 ans plus tard, tu réécoutes l'épisode, bon, il y a peut-être quelques outils IA qui auront changé, mais tu vois, grosso modo, ça aura la même valeur. Ok, alors je voulais pas te couper là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres tips pour être plus accessible? Le dernier point, c'est tout ce qui est texte alternatif, sur les images et les vidéos qu'on publie sur son site, dans ses emails ou même sur les réseaux sociaux. Donc le texte alternatif, c'est cette option qu'on a de pouvoir rajouter une description de l'image ou de la vidéo qu'on vient de publier. Et ça, c'est un point qui est hyper important. Souvent, on l'assimile à du référencement, c'est-à-dire qu'on va mettre dans les stratégies SEO, on va dire il faut absolument mettre tous les mots-clés importants dans les textes alternatifs. C'est une erreur. Ces textes alternatifs-là, ils servent aux personnes non-voyantes et malvoyantes à comprendre le contenu quand il n'est pas, le contenu visuel. Et donc, il faut décrire les images qui sont sur notre site. Donc, si on a si par exemple sur ton site il y a une photo de toi, c'est important de décrire que c'est une photo de toi, parce que la personne qui va sur ton site a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Mais à contrario, si photo d'une sublime solopreneur exactement. Quarantenaire mais toujours hyper fraîche en train de boire une bière. Mais mine de rien, tu vois, tu vas quand même pouvoir dire photo de Flavie Prévost en train de, solopreneur, et tu vas quand même avoir tes mots-clés de manière plus ou moins subtile qui sont dessus, mais ça va quand même servir son objectif premier, qui est de mieux comprendre le site. Et c'est surtout aussi pour tout ce qui est schéma visuel explicatif, etc., où c'est très 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 important. Ça, faut que je fasse une vraie repasse sur tous mes sites. Et en plus, j'avais un boss malvoyant avant. Du coup, je le voyais écouter, je le voyais écouter ses mails en accéléré et tout. Et moi, qui suis quelqu'un de très visuel, qui adore les screenshots, les machins, les preuves et tout, je pense que je fasse un énorme effort là-dessus. Mais bon, écoute, allez, c'est dans ma to-do, Anaïs. Alors, qu'est-ce que tu nous donnes comme défi pour cette partie? C'est celui-ci, c'est repasser à nouveau son site en vue et ajouter ces textes alternatifs sur toutes les photos, images, vidéos qui sont en ligne. Et puis aussi prendre l'habitude de le faire à chaque fois qu'on poste un nouveau contenu sur les réseaux sociaux, parce que cette option-là existe sur tous les réseaux. Ouais. Ah ouais, c'est clair, ça le fait même pour les documents que tu postes sur LinkedIn et tout ça. Donc, ok, super, top idée. Et comme ça, on va booster aussi notre SEO. Je vous avais dit que ça servirait pas que à être éthique, mais que ça servirait aussi à vous rapprocher de vos objectifs. Et d'ailleurs, on va en parler dans l'épisode 3, parce qu'on va parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis 4 ans et qui m'a valu aussi quelques opposants. C'est le sujet d'inclure tout le monde, d'écrire pour tout le monde dans son marketing. On en parle dans l'épisode 3.
Alors, je vois bien que dans le choix de tes mots, Anaïs, t'as pris le soin de ne pas parler d'écriture inclusive, qui, je pense, cristallise toutes les passions, surtout en ce moment. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, inclure tout le monde dans sa communication? Comment tu vois les choses sur ce sujet? Et quel est l'intérêt, en fait, aussi, pareil, pour le solopreneur qui a un temps contraint et qui peut-être est moins formé que toi sur ces sujets et donc peut-être va un peu vite aussi parfois dans ses formulations? Écoute, pour moi, les mots sont super importants, c'est-à-dire que la manière dont ce que tu vas lire, écrire, influence la manière dont tu penses. Et j'y mets vraiment énormément. Les mots sont magiques, enfin, ont un pouvoir très fort sur notre vie, sur notre capacité de créer des choses, de créer un futur. Et donc j'y mets vraiment énormément d'importance. Et pour moi, c'est ça qui fait que l'écriture inclusive est essentielle aujourd'hui, parce qu'en fait, on a, et surtout en français, parce qu'on a un switch qui a eu lieu au XVIIe siècle grâce à parfait de l'Académie française, qui a décidé que le masculin l'emporte sur le féminin, d'enlever énormément de termes, notamment de noms de métiers féminisés, de les supprimer de la langue française, et ça impacte la réalité des inégalités qu'on vit aujourd'hui en tant que femme, mais pas que. Et donc pour moi vraiment, l'inclusion dans le marketing, ça consiste à vraiment écrire pour tout le monde. Ouais, parce que tu dis en tant que femme, c'est évidemment nous, c'est un cas d'usage qu'on voit parce qu'on a été victime de ça et encore, ça m'insupporte. Moi, ça a été un des critères pour créer le board. En fait, je trouve ça inadmissible qu'il y ait vraiment quasiment zéro représentation de femmes dans cet univers entrepreneurial. Et mais bon, des fois c'est d'autres sujets. Par exemple, tu vois, dès qu'on parle de parentalité, on parle que des mamans. Les papas, elles sont pas là. Enfin, tu vois, voilà. Donc pour ceux qui sont pas non plus que des féministes acharnées, vous trouverez aussi dans cet épisode des sujets. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour concrètement bien écrire pour inclure tout le monde sans tomber dans une surcomplexification de tout son vocabulaire, de ses pages de vente? Parce que je vais quand même te partager mon feeling. Moi, ça m'a quand même posé plein de problèmes. Le point médian dans les descriptions sur le site internet. Alors déjà, j'ai mis 3 heures à trouver où était le point médian sur le Mac. Ensuite, dans mon référencement, je me demande si c'est une bonne idée. Dans la lecture, il y a plein de gens qui accrochent sur solopreneur ES. Ça me fait chier. Ça m'a valu quelques haters. Enfin, tu vois. Et moi, je les connais, mais peut-être raconte-nous d'autres façons d'inclure qui soient pas que cristallisées sur ce sujet un peu irritant pour certains. Oui, complètement. Alors déjà, la première chose que je veux dire, c'est que l'écriture inclusive ne se résume pas au point médian. On peut écrire en écriture inclusive sans jamais utiliser le point médian. Et d'ailleurs, je te rejoins, je comprends que le point médian soit un peu un point de cristallisation, parce que pour tous les exemples que tu viens de citer, maintenant, en fait, c'est très facile d'utiliser l'écriture inclusive sans point médian. Tu vas, par exemple, utiliser des formulations neutres. Tu peux utiliser par exemple les membres au lieu de les abonnés, et puis tu sais pas savoir si c'est et S et E, donc tu vois, les membres de ma communauté. Tu peux utiliser l'emploi de doublés, genre les collaborateurs et collaboratrices au lieu de simplement les collaborateurs. Il y a vraiment plein de manières de faire. Surtout aujourd'hui, ce que je trouve génial et facile, c'est que encore une fois, on est dans une ère où les outils existent. Donc, tu as des outils sur ChatGPT, et pareil, je vais t'en citer un, Maxime, Léa Robot, parce qu'elle est non-genrée, qui est un outil créé par Stéphanie Guélinas, une experte sur le sujet que j'ai reçu dans le podcast Le Marketing. Je te remettrai l'épisode parce qu'il est vraiment, je trouve qu'il résume bien toute la complexité, mais aussi la facilité de mettre en place l'écriture inclusive. Et donc, tu vois, cet outil-là, moi, je copie-colle mes textes dedans, et il me les relie, et il me les écrit en écriture inclusive sans point médian. C'est aussi simple que ça. C'est un copier-coller. Donc il y a plus d'excuses. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand tu écris tout au masculin neutre, les personnes les femmes qui se reconnaissent comme femmes ne se reconnaissent pas dans le texte. Il y a pas longtemps, j'ai travaillé sur toute une page carrière pour le site d'un client, et en fait tout était écrit au masculin neutre, et en même temps il y avait un gros point sur l'inclusion et l'importance de la et j'ai là en fait du coup non, enfin et ça a été aussi simple que OK, go, on passe tout en écriture inclusive, 0 point médian.
Et en fait, c'est très subtil parce que les personnes qui vont lire vont pas se dire ah c'est en écriture inclusive, il y a des points médians. Non, en fait, juste tout le monde va s'y retrouver dans la lecture de ce texte. Génial. Et tu vois, tu décris un contexte de recrutement. C'est pareil pour les trucs de start-up où genre, si t'as plus de 25 ans, tu te sens complètement has-been parce que tout est écrit avec du jargon et tout. Ben, c'est une forme de non-inclusion aussi, je pense, de certaines personnes qui se reconnaissent pas dans ce vocabulaire. Ça, c'est un deuxième point que je voulais voir avec toi, c'est que effectivement, l'inclusion dans le marketing, ça passe par l'écriture inclusive, mais pas que. Et c'est pas qu'une question de genre, c'est vraiment c'est une question de cible au général. Et donc bah effectivement t'as tout ce qui est âge, couleur de peau, handicap ou pas. Enfin et en fait c'est aussi dans les représentations visuelles. Et ça pareil, enfin si on peut faire un effort dans les photos qu'on met sur son site internet, des personnes qu'on met en avant, d'avoir beaucoup plus de diversité, ça fera du bien à tout le monde. Alors je suis d'accord et bah je reparle de Manon parce qu'elle m'avait elle a fait dans sa formation, je pense Midjourney, peut-être un de ses posts, elle aidait à faire des briefs, des prompts pour chercher plus d'inclusivité et notamment de représentation et donc non genrée, personnes racisées, etc. Et c'était utile parce qu'en fait au final quand tu es devant ton prompt et que tu te dis alors je voudrais mais que ce soit pas des personnes que blanches ou que CSP+, machin, comment tu formules le truc, tu vois, c'est un peu délicat. Donc voilà, ça fait partie des outils utiles qu'on vous glissera dans la newsletter. Bon bah parfait, quel serait le bon endroit peut-être sur le site internet pour commencer si tu nous donnes un petit exercice, où est-ce qu'on pourrait déjà s'entraîner sur cette pratique d'écrire pour plus de monde? Bah moi j'ai envie de dire ta page d'accueil, tu vois. Après effectivement, il y a un point si on est, alors c'est plus peut-être pour les entreprises, etc. Les pages carrières, c'est vraiment l'essentiel. Mais en tant que solopreneur, même chose, ta page d'accueil et tes posts en fait, toutes tes publications. Alors c'est peut-être pas, voilà, peut-être ne pas forcément commencer par sa page d'accueil si on a du mal encore à trouver son ton et comment utiliser l'écriture inclusive, mais commencer par ses posts et simplement copier-coller ses posts dans ChatGPT et de lui demander d'avoir une relecture en écriture inclusive avec ou sans point médian en fonction de comment on se sent sur ce point-là. Et ben voilà, je découvre un nouvel usage pour moi que je vais m'empresser de tester dans les prochaines communications. Super intéressant. Et ce que je te propose, c'est que pour l'avant-dernier épisode, on va encore parler du site web, mais ce coup-ci pour gérer les fichiers multimédia. Quand on est solopreneur ou freelance, on en a énormément. Qu'on soit un peu créateur de contenu, qu'on ait un média ou qu'on ait plein d'interactions avec nos clients ou qu'on travaille évidemment dans le digital, dans le marketing, dans l'univers du web, de la construction, etc. Donc, on va regarder ça dans l'épisode 4, comment bien réduire son impact environnemental aussi avec sa communication et son marketing. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour être moins gourmand en énergie, en espace aussi, parce qu'on se rend bien compte, nous, particulièrement freelance solopreneurs, qu'on alourdit un peu la facture numérique et que je crois que le numérique, c'est plus de consommation carbone que l'aérien. 4%, donc, bon, on est là, on prend pas l'avion et tout, et puis après, on est là toute la journée à balancer du WeTransfer. Situation complètement fortuite, hein, que personne ne se sente visé. Qu'est-ce que tu nous proposes, Anaïs, là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter un peu la casse, quoi? Ouais, le premier point, et j'ai envie de dire le plus facile, c'est de compresser tous ces fichiers multimédia, vidéo, images, et que ça devienne une sorte de réflexe avant de faire n'importe quelle action, c'est-à-dire que ce soit partager une vidéo, un PDF ou une image à son client pour que lui le repartage sur les réseaux sociaux ou avant de partager quoi que ce soit sur ses réseaux ou sur son site. Moi, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, je n'utilise plus WeTransfer. Je n'en ai plus besoin. Alors que c'était vraiment, avant, c'était un onglet constamment ouvert. Et je l'utilise plus du tout. C'est un de mes défis, c'est de ne plus avoir à l'utiliser. À la place, en fait, ça prend le même temps en fait de prendre le temps que je mettais à charger mon fichier sur WeTransfer. Maintenant, je le prends à convertir mon fichier. Pour ça, j'utilise une plateforme qui est gratuite qui s'appelle FreeConvert, qui permet de compresser tout type de fichier, tout type de format. Et pour ce qui est vidéo, j'ai
installé sur Mac pareil, un logiciel qui est gratuit qui s'appelle Rain Video. Et en fait, c'est du drag and drop. Je mets ma vidéo, il me la compresse et elle ressort 10 à 20 fois plus légère. Et je vais te dire un truc, non seulement ça allège les serveurs de la planète, mais en plus ça permet à mes vidéos d'être mieux distribuées. Et j'ai fait le test entre la même vidéo, une fois partagée non compressée et une fois partagée compressée. Et la version compressée a eu beaucoup plus de reach, de commentaires et de repartages, pour la simple et bonne raison qu'en fait, elle se charge plus rapidement. Et il n'y a pas eu de temps d'attente, de load, et on sait ce que c'est. T'es sur Instagram, tu scrolles, il suffit que tu aies un peu pas trop de réseau ou quoi que ce soit, et juste, il y a une fraction de seconde de chargement, tu passes à autre chose. Enfin, on est tous comme ça, on a plus de patience, et ça, c'est hyper important aussi pour la délivrabilité de ton contenu. Ouais, non, mais c'est sûr. Et puis, je crois que moi, je suis pas hyper spécialisée. J'ai un site assez minimaliste, mais je le fais pas assez. Mais le temps de chargement aussi des sites, je crois que c'est la folie. Enfin, que les mecs, ils zappent direct si c'est pas, voilà. Et donc, toutes les belles images qu'on fait, les shootings professionnels et compagnie, c'est quand même con après que ça soit pas compressé. Un autre cas d'usage simple. Les PDF dans Canva, truc de ouf, ils sont énormes. Je sais pas pourquoi. Ça propose pas une fonction genre light. Et donc, tu sais, je suis là, j'envoie les trucs et tout, ça part jamais. Et là, je me rends compte que c'est des trucs énormes. Donc moi, j'ai I Love PDF. C'est hyper minimaliste. Tu fous ton PDF dessus, ça ressort compressé. J'envoie plus un seul PDF lambda de Canva, quoi. C'est trop lourd comme fichier, quoi. Et bon, alors je te rejoins sur un deuxième point aussi sur le site. Non seulement si ça prend trop de temps à charger, les gens zappent et passent à autre chose, mais en plus la vitesse de chargement de ton site, c'est aujourd'hui un des critères principaux de ton référencement. Donc voilà, c'est aussi c'est gagnant-gagnant. C'est une action qui est vertueuse sur tous les points. Alors, quand on n'est pas spécialisé en UX, design, en éco-conception, d'ailleurs, très bonne niche fertile pour les freelances, je recommande parce que c'est top, quoi. C'est à la fois de la performance et de l'écologie, donc je pense que ça va continuer à avoir le vent en poupe. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'est pas spécialisé pour savoir si son site il est OK ou pas, ou s'il y a des choses améliorables? Ouais, pour ça c'est super simple. Il y a des outils qui te permettent de mesurer l'impact environnemental de ton site. Pour en citer que quelques-uns, Website Carbon Calculator, EcoGuider ou EcoIndex. C'est des sites où en fait tu vas simplement mettre l'URL de ton site et ils vont scanner ton site et ils vont te donner une note d'impact environnemental. Ils vont te donner aussi une estimation carbone, mais surtout ils vont te faire une checklist d'actions que tu peux faire pour optimiser ton site dans cette optique-là. Le rêve, moi j'aimerais trop avoir ça un jour pour les solopreneurs, le solopreneur index. Ça t'analyse tout ton business model et après ça te donne une checklist. Bon, je l'ai fait un peu à la mano avec mon quiz solopreneur, mais un jour j'y arriverai. Ça c'est trop bien. Ok, bon, j'ai un gros taf sur mon site internet là. J'ai ouvert une petite note avec tous les mini trucs que je dois changer parce que je m'en occupe vite fait. C'est un hébergeur no code, mais quand même je vois que ça progresse. Tu vois les volumes, puis la crédibilité aussi. Donc si t'es solopreneur, que tu vends des produits digitaux, que tu as besoin de preuves sociales, ça devient de plus en plus important. Enfin, je trouve qu'en tant que freelance presque, tu as moins besoin d'un site. Plus tu avances vers le solopreneur multi-activité, plus le site est crucial. Et donc ça la fout mal, je trouve, d'être un solopreneur dans les nouvelles tendances, dans les machins, et d'avoir un site dégueulasse écologiquement, tu vois, de polluer et tout. Enfin, je pense qu'on n'est pas devenu non plus solopreneur pour ça. Donc, merci pour tes conseils. Et tu voulais nous donner aussi une subtilité sur les formats. Alors là, on plonge dans un univers complètement inconnu pour moi. C'est quoi les différents formats de fichiers et quel est l'impact environnemental de ces trucs-là? J'adore. En fait, c'est même pas juste environnemental, c'est aussi de comment ça va rendre sur ton site ou sur les réseaux. Donc, il y a JPEG, PNG, SVG, WebP. Il y a plein de formats et on est toujours un peu des fois perspicace. Moi, le truc simple que j'aime bien, si on doit retourner une chose, c'est JPEG, c'est pour les photos, PNG, c'est pour les graphiques. Tout simple. Ok. Wow. Si tu dois choisir, voilà. Et en fait, vu mon niveau 0, je sais pas, j'ai mis dans Canva sauvegarder pour plus tard le format et je pense que je fais que du PNG, mais je ne sais, c'est souvent l'exportation par défaut et PNG ça marche très bien et mieux pour tout ce qui est graphique, visuel, un peu travaillé. Si vous partagez des photos, partagez-les en JPEG, ça rendra mieux et en fait à la compression, vous pourrez compresser plus facilement l'image et avoir un meilleur résultat.
Ok, bon bah écoute, c'est très clair. J'ai fait aussi, il y a pas longtemps dans l'incubateur Solopreneur, on avait fait un live Ouais, sur comment gérer ses appareils Apple. ouais. Alors là, gros dos aussi, hein. Le fichier téléchargement, comment gérer les extensions de photos pour avoir pas des photos HEIC, mais Ouais. des photos JPEG direct dans son iPhone et tout. Donc bon bah venez me voir ou venez dans l'incubateur, vous avez accès au replay si ça vous intéresse, de cleaner un petit peu aussi vos devices. Ouais. Là, pareil, je me cache en parlant de ça parce que bon, moi, je supprime tout, mais bon, pas beaucoup de fois par an, donc vraiment, j'ai un peu honte. Et après, je voulais faire un big up à Ambre aussi, qui est mon assistante virtuelle, qui m'aide à faire un peu l'inbox zéro parce que Ouais. pareil, j'avais très très mauvaise pratique email. Donc voilà, ça contribue. Il n'y a pas que le site dans la vie. Peut-être si vous envoyez beaucoup de mails aussi, vous pouvez peut-être travailler là-dessus. Donc trop cool, Anaïs. Merci pour tous tes conseils en la matière et surtout tous les outils que tu vas nous mettre, notamment des petits tutos éco-conception et tout. Mhm. Un exercice pour nous mettre le pied à l'étrier sur ces pratiques éco-conception. Ouais, bah tu vois, tout simple, là ça va être l'été, peut-être l'activité va se calmer un peu. Prendre le temps d'analyser son site sur un des outils de mesure d'impact que j'ai cité et de compresser enfin souvent ce qui en ressort c'est le poids des images sur le site, je vais te le dire à 95%, c'est ça qui va être le plus gros impact. J'ai peu de doutes là-dessus et c'est de du coup faire le travail de compresser toutes les images de son site une bonne fois pour toutes et de prendre l'habitude pour les prochaines. Ouais, eh ben ça me permettra de créer des dossiers aussi, de bien Mhm. nommer mes fichiers au lieu d'avoir copie 1 mes fichiers. Enfin, toutes ces compétences sous-cotées qu'on croit qui servent à rien. Et quand tu es solopreneur et que tu surcharges ton Mac, tu te rends compte que tu aurais dû apprendre à bien nommer et bien ranger tes fichiers. Cours de base de C'est techno. ça. Retour en 4e ou en 5e. Bon, merci beaucoup Anaïs. Ce que je te propose, c'est qu'on passe au dernier chapitre qui est aussi un gros dossier. Mhm. Améliorer ses performances de campagne emailing grâce aux conseils que tu vas nous donner sur justement le marketing éthique et responsable. C'est parti. Alors l'emailing, c'est un super gros sujet quand on est solopreneur parce que une grosse partie des ventes, notamment des produits digitaux, des formations, mais aussi du suivi, des abonnés, Mhm. etc., se fait grâce aux emails. Donc on surveille, comme sur le lait sur le feu, son taux d'ouverture, son taux de délivrabilité, de conversion. Raconte-moi comment le marketing responsable permet d'améliorer ça, parce qu'a priori, on voit pas forcément de lien entre les deux. On pense plutôt que c'est un truc de paramétrage, quoi, que de marketing. En fait, moi, ce que je vois souvent, c'est que on va avoir un outil d'emailing pour envoyer sa newsletter, un outil d'email auto pour faire des séquences automatisées, et puis peut-être que on vend nos solutions via un Stripe et qu'il y a encore des emails qui partent directement de Stripe, et qu'en fait tout ça, ça vient plus les emails que nous on envoie. Et ça, même en étant solopreneur, ce que je remarque, c'est que on peut avoir une multitude de points de contact avec notre cible et de pas forcément maîtriser non seulement le volume de messages d'emails qu'on envoie, mais en plus la pertinence. Et en fait, on va se retrouver avec des situations qui sont un peu lunaires et où quelqu'un vient de s'abonner à notre newsletter et en même temps d'acheter notre produit. Et en même temps, il y a une séquence de bienvenue qui se déclenche et il reçoit en l'espace de 24 heures 3 à 4 emails de notre part. Et en fait, moi, j'aime bien toujours remettre ça dans un contexte beaucoup plus concret. Tu viens de rencontrer quelqu'un, un pote de pote, à une soirée qui te passe son numéro de téléphone parce que vous avez échangé et qui te dit j'aime bien cette thématique, on se revoit pour aller faire ceci ou cela. Tu vas jamais lui envoyer 4 messages d'un coup sur WhatsApp sans réponse. Cours de drague, chapitre 1, paragraphe 1, tu ne pas faire ça. Ne pas faire ça, tu vas passer pour une espèce de harceleur. Ça n'existe pas. Et en fait, et à l'inverse, il y a l'effet vraiment inverse, c'est ne jamais contacter ses clients, ses prospects, les gens qui sont abonnés à sa newsletter, ne jamais les contacter parce qu'en fait on n'a pas fait la newsletter, etc. Puis tout d'un coup se réveiller un matin et mettre tout en place et envoyer plein d'emails. Et ça, c'est un peu du même niveau que ton pote qui te parle pas de l'année, mais t'écrit le samedi pour que tu viennes l'aider à faire un déménagement le dimanche matin, quoi. Donc c'est Ouais. c'est les deux situations Alors, extrêmes, mais c'est souvent là que se trouvent les stratégies d'emailing. je trouve ça super déjà que tu le places d'un point de vue customer, Ouais, client, c'est-à-dire tu te mets dans ses basques et tu imagines, parce que c'est vrai que la plupart des emails automatiques, on sait pas ce qui part, exactement. genre système.io, confirmation de paiement, un truc comme ça.
Et en même temps, c'est vraiment des trucs les plus relous, hein, vraiment du solopreneur. Parce que moi, je suis en plein dedans, entre mon Substack qui envoie ma newsletter le vendredi, mes séquences diverses et variées sur System.io. Ouais. C'est pas facile à organiser. Franchement, faut pas être polytechnicien, mais faut être sacrément, faut faire des schémas en tout cas. Enfin, je sais pas comment faire. Tu vas nous raconter si t'as des tips, mais c'est pas évident. Bah, tu vois, moi, je serais à ta place et c'est comme ça que j'accompagne mes clients sur cette thématique-là. Je commence par me poser la question de combien d'emails reçoivent mes clients et je fais un truc très très simple, c'est des post-it. Et je mets un email égale un post-it en fonction de et j'essaye de faire une espèce de frise de il y a les séquences automatiques, il y a la frise du temps avec ma newsletter qui est hebdomadaire, mensuelle, peu importe mon rythme, et en fait de mettre ça sur un mur ou sur un tableau et de voir l'ensemble de ces emails là, l'ensemble des outils que tu utilises, c'est de faire vraiment un premier état des lieux de qui reçoit quoi et quand. C'est déjà le premier point. Le deuxième point et la deuxième question que je pose toujours à mes clients, c'est une fois qu'on regarde ce tableau-là avec tous ces post-it, c'est est-ce que cet email-là doit être envoyé à tout le monde? Est-ce que ou quand je vais envoyer quand je dois envoyer une campagne d'emailing, est-ce que cette information doit vraiment concerne tout le monde? Est-ce que je peux pas avoir une approche qui soit plus ciblée et plus personnalisée et du coup qui soit plus pertinente? Le ciblage, c'est... Donc ça, là, tu touches du doigt aussi pour les solopreneurs qui nous écoutent le sujet de la segmentation. Ouais, exactement. Et pareil, c'est pas évident parce qu'au début, on n'a rien de segmenté. Enfin, moi, j'étais sur Substack, c'est pas un truc qu'on peut segmenter. Et puis maintenant, grâce à des outils d'email marketing, je peux avoir une meilleure segmentation. Et tu vois, truc de base, moi, quand j'ai lancé Salariés Diversifiés, je sais qu'il y a 25% de mon audience qui est pas encore lancée, mais je savais pas qui. Ouais. Donc, j'ai dû envoyer un vieux mail générique, et je m'en excuse, où il y avait marqué « Est-ce que ça vous intéresse, oui ou non ?» Tu vois, pour tant bien que mal avoir déjà un début de ciblage. Mais bon, c'est ça aussi la vie de solopreneur. On rattrape les pots cassés 4 ans plus tard d'un truc qu'on n'a pas fait au début parce qu'on n'avait pas la compétence ou encore la vision, quoi. Ouais, exactement. Et un dernier point qui est vraiment le plus facile, c'est de se demander est-ce que tous mes contacts sont pertinents et de faire régulièrement un nettoyage dans sa base d'email. C'est pas le plus facile parce qu'en fait, on est très attaché à se dire j'ai tant d'abonnés à ma newsletter, j'ai une base de données de temps et ça fait un peu mal d'y aller et de supprimer les gens dedans. Mais exactement dans ce cas de figure, je viens d'atteindre les 5000 abonnés. Alors je vais attendre un peu avant de le faire pour que si ça redescende pas en dessous des 5K là sur Substack qui donne envie, c'est over 5K subscribers. Mais tu sais, je vais te dire, des magnifiques. Je sais, I know. Je vais t'expliquer pourquoi c'est important. En fait, parmi toute ta liste d'abonnés, en fait, plus tu la nourris depuis longtemps, plus t'accumules aussi des adresses email qui vont devenir obsolètes parce que les personnes t'ont laissé un email pro, ils ont changé de travail, donc ça veut dire que l'email n'existe plus, ou parce qu'en fait ils n'ouvrent plus ton contenu. C'est quelqu'un qui s'est abonné à ta newsletter à un moment donné, qui a lu peut-être l'impression de tes contenus, mais aujourd'hui, il est passé à autre chose et bon, il reçoit ton email et hop, ça part directement dans la poubelle sans être ouvert. En fait, le problème avec ces deux cas de figure, c'est que ça vient donner un signal négatif aux outils d'envoi d'email et que ça vient baisser la potentielle délivrabilité de tes futurs emails à tes nouveaux abonnés qui te connaissent pas encore et de tomber dans les spams, quoi, concrètement. Non, mais en plus, moi, je suis tout à fait à l'aise et apaisée avec l'idée du churn, c'est-à-dire l'attrition, le fait que les clients vont pas rester à vie à écouter le board. Il y en a qui vont pas se lancer, il y en a qui vont devenir start-upers, qui vont du coup aller écouter Génération Do It Yourself, et c'est ok en fait, tu vois. Et je pense que sur une base client, il y en a qui viennent, donc c'est ok. Donc je suis d'accord avec toi que c'est un peu bizarre que finalement, on considère que la newsletter, c'est un stock au lieu d'un flux. Moi, je regarde de plus en plus le flux, c'est-à-dire combien de nouveaux s'abonnent. Je pense plutôt que se mettre comme Picsou là sur ses pièces, tu vois, en mode mes abonnés. Bon, du coup, je vais motiver la ménage de rentrée. Si vous nous écoutez là, ça peut être l'occasion de faire un peu de ménage aussi dans sa mailing list. Bah écoute, trop bien. Est-ce que tu as un autre conseil, défi à nous donner pour clôturer sur cette histoire d'emailing performant et responsable? C'est pas un autre conseil, mais c'est un exemple, deux exemples concrets que je voudrais te partager. Le premier sur la segmentation. J'avais un client qui a une offre de formation et qui avait pour habitude d'envoyer cette offre, à chaque fois une nouvelle formation à toute sa base d'email.
avec un taux d'ouverture à 40% et un taux de clic en dessous de 10%. Et moi, je suis arrivée et je lui dis, en fait, on va faire l'effort de segmenter cette base d'email-là pour envoyer tes formations uniquement aux personnes ciblées. On est passé de 40 à 60% d'ouverture parce que du coup, on a pu avoir un objet à chaque fois hyper ciblé sur la problématique de ce client-là et surtout augmenter le taux de clic et le taux d'inscription parce qu'en fait, les gens recevaient des messages hyper ciblés. Donc ça, c'est sur la segmentation. Le deuxième, sur le tri aussi dans les bases de données. Je viens d'avoir le cas là d'une cliente qui a suivi une de mes formations où je parlais de ce tri-là et qui l'a fait et après on s'est mis à travailler ensemble. Elle m'a dit Anaïs, maintenant on n'a plus les 2000 abonnés, mais je crois que c'est bien, non? Donc j'ai été regarder les statistiques et pareil. Alors ils sont passés de 2000 à 1500 abonnés pour te donner à peu près le tri. C'était quand même énorme. Mais pareil, en tout cas sur les 2 dernières newsletters, ils sont passés d'un taux d'ouverture de 50% à 65%. Énorme. Et surtout, un taux de clic de 2% à 8%. Et donc, c'est pas juste que la base diminue, c'est qu'il y a eu même plus de clics en termes de volume. Parce que la délivrabilité était améliorée. Donc voilà, c'est du concret, c'est hyper positif. Et donc n'hésitez pas à le faire. Je sais que c'est difficile, mais à prendre ce temps, encore une fois, là c'est l'été, ça va peut-être un peu se calmer. Prenez le temps. J'ai un épisode dédié d'ailleurs sur comment faire le tri dans ces listes d'envoi. Je pense que tu pourras le partager. C'est très très. On va le mettre dans notre playlist. Et surtout, je te remercie de nous rappeler que le temps, c'est de l'argent, c'est-à-dire dans le bon sens du terme. Ce temps relou que vous allez faire et que je vais faire avec vous là pour trier cette fucking base mail, ça va se concrétiser avec plus d'acheteurs derrière, parce qu'au final, c'est vraiment aussi l'outil le plus puissant généralement pour vos ventes. Donc ça, c'est top. Franchement, tous les solopreneurs qui t'écoutent, je pense, vont te remercier parce que on cherche aussi cette fameuse conversion et elle s'en retrouvera améliorée avec tes techniques. Trop bien. Écoute Anaïs, merci pour ce cours accéléré et ces 5 trucs à faire déjà pour être plus éthique, plus transparent et avoir plus de performance au final. Est-ce que tu avais un mot de la fin à nous donner, un petit conseil final avant qu'on se quitte et qu'on aille faire ce super travail que tu nous as mis sur notre to-do? Oui, moi j'aime bien dire tout est dans tout, c'est-à-dire la manière dont tu fais une chose et la manière dont tu fais toute chose. Donc si tu fais les choses avec authenticité, ça va se ressentir et ça va revenir de manière authentique et positive aussi dans l'autre sens. Trop sympa et moi j'adore et peut-être un message pour vous aussi. Moi plus je suis comme je suis en fait avec vous, plus ça marche aussi. Donc moi c'est pareil. Alors après c'est facile à dire quand on en est à sa 5e saison de bootcamp parce qu'en fait on a 4 trucs avant qui nous permettent de savoir ce que les clients pensent vraiment de nos produits et tout. Donc courage à vous si c'est votre premier lancement. Ça sera un peu imparfait, peut-être qu'il y a des superlatifs qui vont se promener, mais quand vous en êtes au 2e, au 3e, prenez les mots de vos clients, racontez aussi vos propres difficultés, faites du building public et franchement ça nous rapproche de nos clients cibles et des conseils d'Anaïs, donc c'est top. Bon merci beaucoup Anaïs d'avoir été avec nous, on écoutera ton podcast, on regarde tes conseils aussi dans la newsletter. Merci à toutes et à tous et puis à très bientôt dans les prochaines mini-séries du board. Salut tout le monde. Salut, merci.